À tous, c'est Théo0. On se retrouve sur une nouvelle vidéo dans la série du roman Analyse de plan. Donc, nous avons parlé de l'extérieur. Maintenant, parlons de l'intérieur d'une église romane. Ou peut-être pas romane, on ne sait jamais, mais je vais bien vous le décrire. Première chose, le style romain est relativement basique, c'est-à-dire qu'il n'est pas très développé. Et voilà, on copie énormément du style romain. Donc, à l'époque, les églises romanes, c'est pour ça que j'ai pris cette photo, étaient peintes. Peintes. Il n'y avait pas de pierre vive, même de l'extérieur, elles étaient peintes. Donc on peut encore remarquer même des mosaïques dessus. Ensuite, les églises romanes n'étaient pas relativement hautes, sous voûte, elles n'étaient pas non plus les plus hautes du monde, puisqu'il y avait à la fois peu de croyants et aussi la peur que tout s'écroule et que rien ne tienne et qu'il risque d'y avoir des accidents. Du coup, on construisait bas, mais super costaud. Le plus costaud que possible. Après, nous allons retrouver quelques éléments importants de l'architecture, tels que donc la voûte en berceau, les colonnes, donc semi-engagées comme dans le style romain, et les arcs doubleaux. Donc, la voûte en berceau a un avantage, c'est qu'elle répartit extrêmement bien le poids, mais sauf qu'elle se limite à une certaine hauteur. Du coup, c'était plutôt bien pour l'époque, mais bon, ça manquait de hauteur. Certaines voûtes ne dépassaient pas plus de 25 mètres de haut, donc ce qui, bon, c'est pas petit non plus. Et voilà. Ce qui limitait un peu la hauteur à cause des voûtes, parce qu'elles étaient aussi relativement lourdes, du coup on ne pouvait pas non plus monter à plus de 300 mètres de, enfin 30 mètres de haut, quoi, comme une cathédrale. Donc, ensuite, l'arc doubleau est une partie qui va servir à renforcer la voûte en berceau. Il va servir à le solidifier et en fait ça va servir même de squelette, puisqu'il va le renforcer et éviter qu'il se déforme. Ça servira aussi comme une poutre aussi, qui est directement reliée à des pilastres, qu'on peut voir ici, même des colonnes semi-engagées, décorées d'histories, qui vont directement vers le sol. À l'époque, on construisait aussi des fondations relativement solides, blindées, quoi. Ensuite, donc, nous avons ici la nef, partie centrale. Ensuite, on a les deux pas-côtés, qui sont sur les côtés de l'église, qui eux, sont un peu plus étroits, parce que c'est la partie où on va réceptionner le poids. Du coup, les voûtes sont plus petites, plus basses, pour que le poids soit bien réparti. Du coup, il y a ensuite l'autel, qui est un peu plus loin, et comme on peut le voir, il y a extrêmement peu d'ouverture. Ce qui est sûr. C'est sûr. Quand on a un style d'ouverture, ouais, un petit peu, voilà. Donc la nef est relativement petite. Et il y a très peu d'ouverture sur cet ensemble. C'est ça qui est désavantageux. Ouais, regardez. Ça, c'était obligatoirement un cœur. Ça se remarque parce qu'il y a énormément d'ouvertures, mais elles sont toutes petites. Et regardez l'épaisseur du mur, elle est relativement grande, presque 1 mètre d'épaisseur. En haut, on peut remarquer donc un autre style aussi d'intérieur, une coupole. Donc on peut remarquer déjà par cette trompe. Donc une trompe est une partie qui permet de déformer la coupole. La coupole. Donc voilà un petit schéma pour vous expliquer. Il fallait énormément de poids pour résister à cette force, parce qu'elle était relativement lourde. Donc on peut remarquer par celui à côté, de gauche, que s'il n'y avait pas un mur suffisamment épais, la voûte extrêmement lourde pouvait pousser les murs sur le côté. Sinon, elle tenait parfaitement, elle ne pouvait pas tomber à la verticale, c'était impossible. Elle pouvait que s'effondrer par les côtés. Du coup, on a construit des contreforts qui sont des parties donc, qui dépassent des murs, qui sont déjà relativement épais. Certains murs font presque 2 mètres d'épaisseur, plus des contreforts qui font 1 mètre, donc ça fait 3 mètres d'épaisseur, c'est presque un rempart. Donc, on peut remarquer donc pour répartir le poids va dans ce sens. Je sais pas si je peux vous faire une flèche, mais il descend.
Il va d'abord de la nef jusqu'au deuxième bâtiment. Je ne sais pas si vous voyez des traces de doigts que je laisse. C'est pour répartir le poids. Les voûtes sont de plus en plus basses et de plus en plus renforcées. Donc comme je vous l'ai dit, les fondations sont relativement épaisses. Les murs sont aussi très épais, les colonnes aussi, pour bien répartir le poids. Les piliers, qui sont après décorés. Et on peut bien remarquer que le fait de ce poids tellement grand, on est obligé de s'élargir énormément pour monter très peu. Alors qu'avec le style gothique, on peut monter très haut pour être le plus étroit possible. Parce que là, ici, on peut remarquer qu'il y a la nef, puis deux épaisseurs de bas-côté, pour le renforcer, quoi. Ce qui limite l'intérieur. Ensuite, les chapiteaux. Les chapiteaux intérieurs sont historiés obligatoirement ou très décorés. Ils doivent représenter donc le mal, Dieu, les anges, tout ça, mais aussi raconter un peu l'histoire de la région. Donc on peut les voir dessus. Par aussi le vitrail, on peut raconter l'histoire par le vitrail. Autre chose sur le bâtiment, de l'extérieur, les églises avaient des clochers relativement badass. Ils étaient principalement placés à la croisée des transepts, donc en plein milieu, là où il y avait la messe. Une corde pendait, et il y avait quelqu'un qui était un moine qui devait la tirer. Seul truc, c'est que certaines de ces églises ne tenaient pas très longtemps. Elles tenaient peut-être 30 ans, et au bout d'un moment, le fait du poids et de l'érosion, parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas l'entretien, du coup, le truc s'effondrait. Donc celle-ci est faite relativement en pierre sèche. Donc, ce qui est plutôt bonne. Voilà. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, et à bientôt.